L'histoire commence dans un monde où une jeune fille regarde son chiot en peluche déchiré. Calmez-vous, ce n'est pas un anime de fille, c'est un anime de garçon Sigma. Le cœur lourd de tristesse, sa mère propose de le jeter, arguant que même s'il le répare, le jouet n'aurait plus belle allure. Comme la famille est riche, la mère ne voit aucun problème à en acheter un nouveau. Bien que la fille ressente un certain attachement pour le jouet, elle finit par accepter de s'en débarrasser, influencée par l'opinion de sa mère. Alors, ils jettent le jouet dans la poubelle à l'extérieur de leur maison avec le reste des ordures. Le sac passe par un système de ventilation et finit dans un camion poubelle qui l'emmène à la décharge souterraine de la ville pour l'élimination finale. Pendant ce temps, alors que la mère rentre chez elle, un homme mystérieux en cape l'observe attentivement, la jugeant silencieusement pour avoir si négligemment jeté des choses. Peu de temps après, le même camion poubelle arrive à la décharge et un garçon se glisse derrière lui. Peu après, un garde l'aperçoit en train de fouiller dans des tas d'ordures dans une pièce remplie de sacs poubelles. Devenant méfiant, le garde pointe son arme sur le garçon et exige de connaître son identité et la raison de sa présence. Il ajoute qu'il y a eu des rapports d'un pileur de déchets qui compromet la propreté de la ville en ramenant les ordures à l'air libre. Convaincu que le garçon est le fameux pileur de déchets, le garde déclenche l'alarme d'urgence. En quelques instants, deux autres gardes se précipitent pour le capturer. Saisissant l'occasion, le pilleur leur lance des ordures, surprenant les gardes et s'enfuit par les tunnels de ventilation. Juste au moment où il est sur le point de s'éclipser par la porte arrière, la grille se referme, offrant aux gardes une cible claire. Mais le raider puise soudain dans une capacité cachée, augmentant sa vitesse de manière si drastique qu'il évite les balles sans effort. Il finit par être touché par une des balles, mais parvient tout de même à s'échapper par le système d'égout. Une fois la situation calmée, il émerge dans une rue déserte et brise enfin son silence. Insistant sur le fait qu'il n'est pas un pillard, il explique que tout ce qu'il a fait était pour récupérer des objets qui n'auraient jamais dû être jetés, comme le chiot en peluche. Le lendemain matin, des rumeurs sur le pilleur de déchets commencent à circuler. Deux femmes bavardent sur combien ces personnes sont dégoûtantes et nuisibles pour la société, les qualifiant de sales. À proximité, un homme vêtu de vêtements en lambeaux, un paria évident dans cette ville immaculée, entend leur conversation mais s'éloigne en silence. Il quitte la ville par une petite porte, entrant dans un bidonville situé juste au-delà de ses frontières. Les nouvelles du raid sur les ordures se répandent rapidement dans les bidonvilles, suscitant l'inquiétude parmi les habitants qui craignent désormais une forte présence policière. Une fille nommée Chiwa a immédiatement pointé du doigt son ami, Rudo, le garçon aux yeux rouges, certaine qu'il était à l'origine de tout ce désordre. Rudo est occupé à trier le tas de déchets qu'il a rassemblés, principalement des jouets cassés et des accessoires qu'il prévoit de réparer. Donc, il ne remarque pas d'abord l'approche de Chiwa. Lorsqu'elle s'approche, elle exige de savoir s'il a encore une fois risqué sa vie en se faufilant dans la ville juste pour voler des ordures. Elle l'avertit de la sévérité des lois de contrôle des déchets de la ville, disant que s'il est attrapé, il pourrait être enfermé pour de bon. Rudo répond que ce ne sont pas des déchets, mais des objets parfaitement utilisables que les riches citadins jettent négligemment. Il partage combien il a pitié de ces choses qui ont été jetées si négligemment. C'est pourquoi il les a ramenées pour les réparer afin de les vendre aux gens des bidonvilles qui les apprécieront vraiment. Chiwa comprend d'où vient Rudo, mais une partie d'elle ne peut s'empêcher de se demander s'il a développé des sentiments pour les déchets. À ce moment-là, trois voyous arrivent pour s'en prendre à Rudo. Celui au centre se moque de la mauvaise odeur et dit à Chiwa qu'elle ne devrait pas être vue avec un ramasseur de déchets comme lui. Un des autres brutes renverse une lampe que Rudo venait de réparer et ricane, disant qu'il ne sert à rien de réparer des déchets puisque personne ne voudrait jamais de quelque chose touché par un bon à rien comme lui. Chiwa, confuse par leur comportement, ne comprend pas quel est leur problème. Après tout, elle les voit comme n'étant pas différents de Rudo, mais le gars arrogant refuse d'être d'accord, insistant sur le fait qu'ils ne sont rien comme Rudo et qu'ils pourraient échapper au bidonville s'ils faisaient juste l'effort. Apparemment, les bidonvilles ont été créés à l'origine pour loger des criminels et les trois gars, Chiwa et Rudo, en descendent tous. Tout semblait bien se passer pendant un moment, jusqu'à ce que les parents de Rudo se lancent dans une tuerie, brisant la sympathie ou la confiance que les villageois avaient encore. Après que les idiots soient enfin partis, Chiwa essaie de remonter le moral de Rudo en lui disant qu'il est une personne gentille et qu'il réussira certainement dans la vie. Elle aperçoit alors le chiot en peluche et Rudo admet timidement qu'il voulait le lui offrir en cadeau. Mais juste au moment où elle s'apprête à l'accepter, sa mère arrive, lui crie de rester loin de lui et l'entraîne. Ce soir-là,
là, Rudo rentre chez lui et découvre Recto qui l'attend à l'intérieur. Recto est le même homme qui avait écouté aux portes des deux femmes en ville plus tôt. Recto taquine Rudo pour ne pas avoir réussi à conquérir Chiwa, admettant qu'il l'avait espionné. Sur ce point, Recto demande comment s'est passée la fouille des poubelles de Rudo la nuit précédente. Il insiste sur le fait que Rudo n'a pas besoin de se battre autant pour gagner de l'argent puisqu'il est encore un enfant. Même s'ils ne sont pas liés par le sang, Recto précise qu'il considère Rudo comme de la famille. Rudo se sent reconnaissant envers Recto, expliquant qu'il l'a recueilli après qu'il se soit retrouvé seul à la suite de la série de crimes de ses parents et qu'il a pris soin de lui depuis. C'est pourquoi Rudo est déterminé à le rembourser, même si cela signifie fouiller dans les poubelles de la ville. Recto remarque la blessure sur le bras de Rudo et, réalisant qu'il s'agit d'une blessure par balle, s'en occupe rapidement. Il avertit sévèrement Rudo de rester à l'écart de la décharge à partir de maintenant. Rudo minimise la situation, disant que la blessure n'est rien comparée aux cicatrices laissées par ses parents, révélant que ses mains sont marquées de taches sombres. Malgré cela, Recto insiste sur le fait qu'il doit arrêter avant que les gardes ne découvrent qui il est vraiment. S'ils le font, il sera jeté dans l'abîme, tout comme son père l'a été. Depuis qu'il est enfant, Rudo a fait face au mépris de tout le monde à cause de ses mains d'apparence étrange. Mais depuis que Recto lui a donné une paire de gants, il a trouvé le courage de continuer. Comme d'habitude, Recto pousse Rudo avec amusement à se dépêcher et à donner le chiot en peluche à Chiwa avant que quelqu'un d'autre ne saisisse l'occasion. Rudo, bien sûr, refuse, ce qui mène à une dispute légère entre eux. À leur insu, la même silhouette encapuchonnée de tout à l'heure se tient à l'extérieur, écoutant leur conversation. Le jour suivant, Recto tente d'ajuster l'expression de Rudo. Il tient doucement la joue de Rudo et lui dit qu'il devrait essayer de sourire de temps en temps, et que même s'il n'est pas vraiment heureux, faire semblant de sourire peut au moins cacher la tristesse aux autres. Après un moment, Rudo se libère de l'emprise de Recto et sort. En regardant autour de lui, il réalise qu'il est déjà matin. Puis il aperçoit son reflet dans l'eau et se dit qu'un visage aussi abîmé que le sien ne peut pas être réparé. Pourtant, il se demande si Chiwa est peut-être sorti. Il se dirige vers l'abîme, se rappelant qu'il n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des déchets. Tout dans cette zone finit par être jeté dans l'abîme. L'endroit est essentiellement une immense décharge. Mais ce ne sont pas seulement des objets jetés qui y finissent, même des personnes, y compris des criminels. En regardant dans l'abîme, il remarque quelqu'un sur le point d'être jeté. La vue lui fait penser à son père, qui aurait été jeté dans le gouffre aussi, bien qu'il n'ait aucun moyen de savoir si c'est vraiment ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, Chiwa apparaît et mentionne qu'un autre criminel est sur le point d'être jeté dedans. Rudo est surpris par son apparition soudaine et elle commente qu'il est inhabituel de le voir dans cette zone. Pour Rudo, la vue depuis cet endroit n'a rien de spécial, d'autant plus que les bidonvilles n'ont pas vraiment de vue à offrir. Mais cet endroit semble particulièrement lugubre. Les bidonvilles ont été délibérément construits à la périphérie de la ville pour rappeler aux habitants que s'ils sortent des rangs, ils seront jetés dans l'abîme. C'est ironique. Peu importe à quel point tu essaies d'éviter de voir des gens être jetés à leur mort, tu finis par le voir quand même. Alors, Chiwa avertit Rudo qu'elle ne veut pas qu'il finisse comme ça. Elle sait qu'il y a beaucoup de déchets là-bas qui ne méritent pas d'être jetés, mais cela ne signifie pas qu'il doit risquer sa vie pour eux. S'il se fait attraper, il sera jeté dans le gouffre et cela lui briserait le cœur parce qu'elle l'aime. Au moment où Rudo entend ces mots, il s'embrouille et finit par rouler par terre. Chiwa remarque qu'il tient toujours le chiot en peluche du jour précédent. Il tend le jouet vers Chiwa, l'offrant comme un cadeau, bien qu'il admette qu'elle pourrait ne pas le vouloir puisqu'il l'a trouvé à la décharge. Chiwa l'accepte avec joie et au moment où elle le prend, Rudo s'élance joyeusement, seulement pour trébucher et s'écraser contre des gardes en chemin. Il y a environ 4 gardes. Ils ne le dérangent pas et s'éloignent simplement, laissant Rudo perplexe quant à la raison de leur présence. Il continue de courir, désespéré de trouver Recto et de l'avertir. Mais quand il arrive enfin chez lui, il est confronté à une scène horrifiante. L'homme masqué est en train de poignarder Recto, son corps trempé de sang. Rudo essaie de crier à l'aide, mais personne n'est là pour l'entendre. Rudo se précipite vers l'homme dans une tentative désespérée de le combattre, mais l'attaquant masqué le repousse facilement. Au moment où Rudo reprend conscience, il est déjà trop tard. L'homme en a fini avec Recto. Figé par le choc, Rudo ne peut que regarder impuissant l'homme mystérieux s'éloigner. Lorsqu'il sort enfin de sa stupeur, il crie le nom de Recto et se précipite à ses côtés, mais il ne peut rien faire.
Recto dit à Rudo qu'il doit partir, mais Rudo refuse de laisser son ami derrière comme ça. Recto lui crie dessus, insistant sur le fait que c'est lui qui doit changer ce monde pourri, que lui seul a le pouvoir de faire la différence, donc il doit survivre. Rudo, submergé par l'amour pour Recto, ne peut se résoudre à le laisser partir. Il continue simplement à s'accrocher fermement. Juste à ce moment-là, par chance, les gardes arrivent et le surprennent à côté du corps sans vie de Recto. Sans hésitation, ils le neutralisent avec un choc électrique et l'accusent de meurtre, affirmant qu'il a tué Recto. Rudo essaie de protester, insistant sur le fait qu'il se trompe complètement. Rudo les avertit que Recto n'est pas encore mort. Il peut encore être sauvé s'il se dépêche. Cependant, les gardes qui se considèrent supérieurs aux gens des bidonvilles se moquent bien des vies de ceux qui y vivent. Tout ce qui les intéresse, c'est de capturer celui qu'ils supposent être le coupable. Rudo essaie d'expliquer qu'il n'a tué personne et que le vrai meurtrier vient de s'enfuir. Cependant, il l'accuse d'être des bas-fonds et insiste sur le fait qu'il est sûrement capable de meurtre. De là, il est immédiatement emmené à l'abîme. Il est laissé suspendu au bord de l'abîme alors que les gens commencent à jaser à son sujet. Naturellement, Shiwa entend aussi les rumeurs. Ils disent qu'il a tué l'homme qu'il a élevé, le qualifiant de meurtrier. Shiwa a le cœur brisé car elle avait cru en lui. Alors qu'il est sur la corde pour être lâché, les prêtres déclarent qu'il est un criminel qui mérite d'être jeté dans l'abîme. Tout le monde commence à crier le slogan « Envoyez la saleté dans le gouffre » et incite le prêtre à le jeter. Rudo se demande s'il y a quelqu'un qui veut l'écouter. Il ne l'a pas fait et personne ne veut le croire. Rudo regarde autour de lui et voit Shiwa debout dans la foule et il sent qu'elle le condamne aussi. Dans son esprit, elle dit qu'elle lui avait fait confiance. Elle l'a défendu même quand tout le monde l'appelait un meurtrier. Mais à la fin, il l'a déçu et est vraiment devenu un meurtrier. Elle laisse le cadeau que Rudo lui avait offert et part, remplie de déception. En la regardant partir et réalisant que personne n'est prêt à prendre sa défense, Rudo est submergé de chagrin. Il avait déjà été jugé avant même que quoi que ce soit ne se passe, et cela seul le fait en vouloir à tout le monde. Avec amertume dans le cœur, il promet de les faire tous payer. Juste à ce moment-là, il est jeté directement dans l'abîme, englouti par les ténèbres. Il sent sa vie lui échapper tandis qu'une série de visions défilent devant ses yeux. Tout s'efface alors que ses yeux se ferment, consumés par le vide, jusqu'à ce qu'à sa surprise, ils s'ouvrent à nouveau. Rudo réalise qu'il a vraiment été jeté dans l'abîme. Il avait toujours entendu des histoires sur l'obscurité qui règne ici, mais ce qu'il n'avait jamais su, c'est que c'est un enfer vivant. Alors qu'il observe son environnement, des bruits étranges et des mouvements attirent son attention. Lorsqu'il se retourne, il est confronté à la vue terrifiante d'une créature massive faite entièrement de déchets. Rudo s'enfuit pour sauver sa vie, mais la créature de déchets appelle des renforts. En un rien de temps, deux autres apparaissent, le piégeant. Il a du mal à comprendre que d'énormes tas d'ordures, soit d'une manière ou d'une autre vivants et l'attaquent, mais le danger est tout à fait réel, et le crâne humain gisant sur le sol rend clair quel sera son sort s'il ne fait pas quelque chose rapidement. Soudain, les déchets sous les pieds de Rudo s'effondrent, le faisant chuter à un niveau inférieur. L'impact le laisse souffrant, l'air chassé de ses poumons. Pour aggraver les choses, l'odeur ici est insupportable, rendant la respiration difficile. Il sait qu'il doit trouver une cachette avant que les monstres ne le rattrapent. Mais en scrutant la zone, il ne voit rien d'autre que des tas d'ordures, n'offrant aucun refuge sûr. Rudo est au bord du désespoir, convaincu que la mort est inévitable quoi qu'il fasse. Cependant, les derniers mots de Recto lui reviennent en mémoire, ravivant sa volonté de survivre. Il refuse de mourir avant d'avoir fait payer tout le monde, ceux qui l'ont traité comme un déchet, les gens qui l'ont laissé être jeté dans la fosse et surtout le meurtrier sans cœur qui a pris la vie de Recto. L'une des créatures monstrueuses tente de le prendre en embuscade pendant que Rudo est distrait. La fureur de Rudo monte et il brandit un tuyau en métal avec une telle force qu'il envoie la tête de la créature volée. Au même moment, un homme debout sur un tas d'ordures à proximité remarque Rudo à travers le champ jonché de déchets et l'observe avec curiosité. Rudo se bat contre les monstres, balançant son tuyau de toutes ses forces, mais cela affecte à peine leur corps fait de déchets. L'un d'eux le renverse et il s'écrase au sol, rebondissant douloureusement sur le sol sale. Finalement, Rudo s'empare d'un panneau de signalisation et le lance sur l'un des monstres de déchets, réussissant un coup solide qui inflige des dégâts réels. Mais l'air toxique autour de lui commence à faire des ravages. Il sait qu'il ne pourra pas continuer ainsi longtemps. Le voyant lutter pour se lever, les deux monstres de déchets saisissent l'opportunité et se précipitent ensemble vers lui. À la dernière seconde, Rudo attrape un morceau de métal et le balance de toutes ses forces, tranchant l'un des monstres de déchets en deux. Cela provoque une énorme explosion de déchets
déchets, laissant Rudo momentanément soulagé, mais sa victoire est de courte durée. Un autre monstre apparaît juste devant lui. Celui-ci est énorme et plus terrifiant que le précédent. Sans autre option, Rudo se retourne et s'enfuit pour sauver sa vie. Le monstre s'écrase au sol, projetant Rudo dans les airs jusqu'à ce qu'il atterrisse juste devant l'homme qui l'observait. Rudo est confus par l'apparition soudaine de l'homme, bien qu'il ait encore du mal à respirer à cause de l'odeur accablante. Sans dire un mot, l'homme le soulève, le pousse au hasard sur le sol, puis attache un masque à gaz sur le visage de Rudo. Au début, Rudo est en colère, mais il remarque bientôt qu'il peut respirer correctement maintenant et pense qu'il devrait être reconnaissant. Il regarde l'homme et exprime sa gratitude pour l'aide, bien qu'il ait encore des questions sur leur emplacement et sur les monstres de déchets. Ce sont toutes des préoccupations raisonnables, mais l'homme énigmatique lui dit simplement de se taire. Rudo ne comprend pas pourquoi l'homme ne lui répond pas, alors il commence à crier, exigeant des explications. Il vient d'être jeté dans cet endroit et n'a aucune idée de ce qui se passe. Il refuse de rester silencieux jusqu'à ce que l'homme lui dise quelque chose. Ses cris ne font qu'énerver l'homme, qui lui rétorque. Il crie que c'est l'un des nombreux déserts toxiques laissés par des sphéroïdes comme Rudo, et qu'il aurait expliqué en temps voulu si Rudo s'était simplement tué. Mais maintenant, à cause de tout ce bruit, ils devront affronter ces créatures à nouveau. L'homme explique que ces créatures sont des bêtes de déchets, des monstres formés à partir d'ordures qui ne sont pas affectés par les armes conventionnelles et qui sont déclenchés par le bruit. Les cris de Rudo ont essentiellement attiré toutes les bêtes de déchets à proximité. Celles de cette zone sont particulièrement dangereuses, donc l'homme espérait éviter de les alerter, mais maintenant il est déjà trop tard. De l'énergie jaillit des bras de l'homme dans le parapluie. Juste devant Rudo, le parapluie se transforme. Alors que le monstre de déchets se jette, l'homme le tranche en morceaux avec le parapluie désormais modifié. Rudo a du mal à croire à quel point l'homme a facilement abattu la créature, mais avec beaucoup d'autres en approche, le combat est loin d'être terminé. L'homme se prépare à charger et en quelques instants, il élimine la plupart des bêtes de déchets avec aisance. Rudo est stupéfait par ce qu'il voit et ne peut s'empêcher de se demander ce qui rend ce parapluie si puissant. S'il avait quelque chose comme ça, il pourrait enfin faire payer tous ces salauds de la ville pour ce qu'ils lui ont fait. L'un des monstres poubelles commence à cracher un jet de boue violette et l'homme réalise instantanément qu'il vaut mieux ne pas entrer en contact avec elle. Il bloque la boue violette avec son parapluie puis le pousse directement dans la tête du monstre, le tuant. Après avoir terminé le travail, il retourne vers Rudo pour voir comment il va. Il enlève son masque pour se présenter comme Injin, un nettoyeur, mais le regrette instantanément. L'odeur dans l'air est toujours insupportable. Quelques instants plus tard, Rudo s'effondre d'épuisement à cause des blessures qu'il a subies plus tôt. Alors qu'il est inconscient, un souvenir de son passé avec Recto. Quand Rudo était enfant, il est rentré un jour complètement couvert de boue. Recto, voyant l'état dans lequel il était, a demandé ce qui s'était passé. Rudo a expliqué qu'un groupe d'enfants l'avait poussé dans la boue. Il leur a simplement expliqué que les objets peuvent prendre vie si on s'en occupe assez longtemps, car une âme pourrait éventuellement les habiter. Cependant, les enfants ont juste ri et ont commencé à se moquer de lui par la suite. Rudo avait entendu cette histoire de Recto, donc il se sent coupable d'avoir causé des problèmes en la partageant. Cependant, Recto croit que les objets peuvent posséder des âmes. Cela excite Rudo, qui demande avec enthousiasme si cela signifie que tout dans la pièce a aussi une âme. Recto répond que n'importe quoi peut avoir une âme, même les gants que Rudo porte, tant qu'il les apprécie vraiment. Plus tard, Rudo se réveille pour trouver Injin le traînant sur le sol. Il commence à crier, exigeant de savoir pourquoi il a été enchaîné. Injin explique calmement que Rudo est encore un parfait inconnu et qu'il n'y a aucun moyen qu'il ramène quelqu'un qu'il ne connaît pas à sa base sans prendre d'abord quelques mesures de sécurité. Rudo se débat et exige que Njin le libère, insistant sur le fait qu'il doit retourner en ville immédiatement. Mais Njin explique que ce n'est pas possible. Ce que Rudo appelle la ville est connue ici comme la sphère, et elle change constamment de position dans le ciel, ce qui la rend difficile à localiser, donc l'atteindre serait de toute façon impossible. Il y a d'autres complications aussi. Mais en fin de compte, Rudo est coincé ici pour l'instant, alors il ferait mieux de l'accepter et d'arrêter de faire des histoires. Mais Rudo ne cédera pas. Il est déterminé à faire payer ces idiots dans la sphère quoi qu'il arrive. Njin avait dit qu'il était coincé pour l'instant, ce qui signifie qu'il doit y avoir un moyen de remonter un jour.
Rudo exige des réponses, pressant Jin d'expliquer tout sur cet endroit et comment s'en échapper. Il avertit qu'il n'arrêtera pas d'irriter N'Jin jusqu'à ce qu'il obtienne les informations qu'il veut. Njin commence à se lasser des cris incessants de Rudo. Alors il lui dit que s'il est si impatient d'apprendre ce qu'est vraiment cet endroit, il va bientôt avoir une leçon en conditions réelles. Njin continue de traîner Rudo jusqu'à ce qu'ils atteignent une station-service abandonnée avec quelques camions garés devant. Sans un mot de plus, Njin dépose Rudo, lui souhaite bonne chance et le laisse là pour se débrouiller seul. À ce moment-là, Rudo remarque plusieurs hommes qui l'observent, tous stupéfaits par son apparence. Ils trouvent ses vêtements étranges et commencent à se demander s'il pourrait être un sphérite. Pour confirmer leurs soupçons, ils demandent à Rudo d'où il vient. Rudo leur dit qu'il est tombé de l'endroit qu'ils appellent la sphère. Dès qu'il dit cela, tous les hommes arrachent leur masque sous le choc. Ils n'ont jamais rencontré de sphérite vivant auparavant. Le groupe a du mal à accepter que quelqu'un de la sphère puisse survivre à une telle chute. Mais le visage meurtri de Rudo rend difficile de douter de son histoire. Agacé par les étrangers qui le touchent, Rudo s'éloigne. Les hommes s'excusèrent rapidement pour leur impolitesse, expliquant qu'ils rencontrent rarement quelqu'un comme lui. Ils se sont juste un peu emportés par leur curiosité. Le chef remarque l'inconfort de Rudo dans les chaînes et propose de les ajuster pour lui. Pendant un moment, Rudo pense que le type pourrait être correct jusqu'à ce que les choses tournent mal. Au lieu de le libérer, ils l'enchaînent à l'arrière de leur camion, riant de la naïveté de Rudo d'avoir fait confiance à un groupe d'inconnus dont il ne sait rien. Alors qu'il sécurise les chaînes, le chef avertit les autres de manipuler Rudo avec précaution. Après tout, il ne voudrait pas abîmer leurs marchandises. Les parties de sphérite sont très précieuses ici, avec des yeux, des doigts et même des vêtements atteignant des prix élevés. Mais le chef n'a jamais rêvé qu'il mettrait la main sur un sphérite vivant et respirant. L'homme pense que Rudo doit être confus quant à la raison pour laquelle les parties de sphérite sont si demandées. Il l'explique simplement. Tout le monde à la surface déteste les sphérites. Depuis des générations, ils n'ont fait que déverser leurs déchets ici. Des montagnes infinies de détritus qui empoisonnent l'air et déforment la terre. Pire encore, cette saleté engendre des monstres. Selon le chef, les sphérites tuent lentement les gens depuis des années, les noyant dans le poison et la saleté. Une fois que la nouvelle se répandra que Rudo est l'un d'eux, les gens ne voudront pas seulement sa mort, ils voudront le faire souffrir. Peu importe pour le chef. Que Rudo soit torturé ou démembré, il fera quand même un profit en le vendant. Mais avant toute autre chose, le chef décide de prendre d'abord une revanche personnelle. Il force des poignées d'ordures pourries dans la bouche de Rudo, pensant que Rudo n'a probablement jamais goûté à la vraie souffrance auparavant. Mais alors qu'il enfonce une autre poignée de déchets dans la gorge de Rudo, Rudo enfonce ses dents dans ses doigts et arrache la chair jusqu'à l'os. Le chef recule de douleur, mais Rudo continue de mâcher la chair et l'avale même. Dans les bidonvilles, Rudo devait survivre en mangeant des restes comme ceux-ci constamment. Pour lui, rien n'a changé maintenant. Les préjugés restent les mêmes. Peu importe où Rudo finit, les gens trouveront toujours une excuse pour le traiter comme un moins que rien. Il en a assez. Il se libère des chaînes. Et à ce moment-là, Rudo perd tout contrôle. La seule chose qui le motive maintenant est l'envie de tuer. Depuis une falaise à proximité, Njin a tout observé et il est vraiment impressionné par le potentiel de Rudo. Rudo se souvient des mots de Rukto. Si tu prends soin de quelque chose assez longtemps, cela finira par éveiller une âme. Alors qu'il tend la main et attrape la chaîne flottante, elle devient soudainement rouge, laissant les voyous stupéfaits. Dans ce monde, des individus rares comme Njin existent, ceux qui peuvent insuffler la vie aux objets et révéler leur véritable potentiel. Rudo est l'une de ces personnes. La chaîne dans la main de Rudo se transforme, rendant les voyous hésitants à attaquer. Mais le chef leur rappelle rapidement que même si Rudo est un donneur, sans la chaîne, il est impuissant. Motivés par cela, ils parviennent à faire tomber la chaîne de sa main. Pourtant, cela ne ralentit pas Rudo. Il attrape un pneu et l'utilise pour les assommer tous. Le seul encore debout est le chef et il est complètement impuissant face à Rudo. Sans autre option, il commence à lancer des insultes sans arrêt. Mais tout ce que cela fait, c'est alimenter encore plus la rage de Rudo. Il est sur le point de finir le gars quand, au tout dernier moment, Njin intervient et l'arrête. C'est alors que Rudo reprend enfin ses esprits et juste après, le pneu qu'il utilisait se désintègre en poussière. Rudo est complètement confus quant à ce qui vient de se passer ou comment il a réussi à le faire, mais il soupçonne que ses gants y sont pour quelque chose. Njin s'excuse de l'avoir laissé dans cette situation, expliquant qu'il devait découvrir ce que Rudo pouvait vraiment faire. Maintenant que c'est clair, Rudo est un donneur.
Jin lui fait une offre. Il répondra à toutes les questions de Rudo, mais en échange, Rudo doit se joindre à lui et aux autres nettoyeurs. Mais Rudo ne lui fait pas confiance, alors il refuse son offre sur le champ. Jin emmène Rudo à l'hôpital en raison de la gravité de ses blessures et le fait soigner par un médecin. Pendant qu'ils sont là, Jin dit à l'un de ses coéquipiers qu'il a trouvé un enfant naturellement doué à ajouter à leur équipe. Rudo proteste, criant qu'il n'a jamais accepté de rejoindre. Mais Jin répond qu'il n'a pas vraiment son mot à dire. Il ne survivra pas seul là-bas. Le docteur commence aussi à gronder Rudo, le traitant d'imprudent pour être allé seul dans le No Man's Land. Il est choqué que Rudo ait même survécu après avoir respiré autant d'air toxique et dit qu'il devrait être reconnaissant qu'Injin soit venu à son secours. Rien que voir le visage de Rudo l'énerve. Alors, il lui dit de payer l'addition et de partir. Ensuite, Injin couvre les frais du médecin et ils sortent ensemble. Rudo apprécie vraiment tout ce qu'Injin fait pour lui, mais il insiste sur le fait qu'il ne peut pas rejoindre son équipe. Il doit retourner à la sphère pour se venger. Il n'a pas le temps de traîner ici à fouiller dans les ordures. Injin dit à Rudo qu'il est libre de demander autour de lui un moyen de remonter à la sphère. Mais d'abord, il devrait comprendre quelque chose. Ici, sous terre, tout le monde déteste les sphéroïdes. Et si les gens découvrent que Rudo en est un, il est fichu. De plus, rien n'est gratuit ici. Personne ne va simplement lui donner des informations, donc se promener en posant des questions ne l'emmènera nulle part. À l'intérieur de la ville, Injin prend des burgers pour Rudo et les deux s'assoient à une table voisine. Rudo apprécie pleinement son repas. Il est même un peu choqué car il a toujours imaginé le trou comme un véritable désert. Mais maintenant qu'il est réellement ici, il se rend compte que c'est comme n'importe quelle autre ville, juste avec beaucoup plus de déchets qui traînent. Injin décide d'expliquer à Rudo comment les choses fonctionnent ici. Il explique que les déchets contiennent souvent des traces d'énergie émotionnelle connues sous le nom d'anima. Parfois, cet anima s'accumule et forme une entité massive unique, ce qui donne naissance à des bêtes de déchets comme celles que Rudo a combattues. Ces créatures attaquent les humains à vue, bien qu'elles restent généralement près des zones de décharge, donc les citadins les rencontrent rarement. Pourtant, de temps en temps, l'une d'elles apparaît et cause le chaos dans la ville. En plus de cela, abattre les bêtes de déchets n'est pas simple. Vous devez détruire leur noyau, et cela nécessite un équipement spécial comme le parapluie d'Injin ou les gants de Rudo. Ceux-ci peuvent ressembler à des objets normaux, mais s'ils sont traités avec suffisamment de soin au fil du temps, l'anima peut les habiter, les transformant en outils puissants pour combattre les bêtes de déchets. Seules quelques personnes peuvent extraire l'anima de ces instruments vitaux. Elles sont connues sous le nom de donneurs, et par chance, Rudo en fait partie. Injin explique qu'il est un nettoyeur, faisant partie d'un groupe spécialisé dans l'élimination des bêtes de déchets. Ils ont toujours besoin de donneurs. Alors, il propose à Rudo un emploi dans son équipe. Rudo exige de savoir si Injin lui dira vraiment comment retourner à la sphère en échange de leur collaboration. Injin admet qu'il n'a aucune idée de comment atteindre la sphère. Il a seulement menti plus tôt pour s'assurer que Rudo l'écouterait. Rudo est furieux qu'Injin l'ait trompé, mais Injin s'en moque, disant que son patron en sait bien plus sur ce qui se passe ici, donc si quelqu'un peut aider Rudo à retourner à la sphère, c'est lui. Néanmoins, Rudo se sent frustré de devoir maintenant passer par le patron d'Injin juste pour avoir une chance de peut-être y retourner. À ce moment-là, Injin reçoit un appel et dit qu'il doit s'absenter pour régler quelque chose rapidement. Avant de partir, il remet à Rudo un sac d'argent et lui dit qu'il peut le dépenser comme il veut pendant son absence. Rudo est stupéfait par ce geste et se demande s'il est vraiment acceptable pour lui de l'accepter. Injin le rassure, disant que ce n'est pas grave. Après tout, c'est l'argent qu'il a gagné en vendant les vêtements de Rudo. Rudo ne l'avait pas vraiment remarqué jusqu'à présent, mais ses vêtements ont effectivement disparu. Et il est furieux qu'Injin les ait vendus sans demander. Cependant, Injin soutient qu'il l'aidait en réalité, car porter des vêtements de la sphère d'ici n'attirerait que le mauvais type d'attention. Avant que Rudo ne puisse crier après lui, il s'éloigne. Mais pendant que Rudo est distrait, un chat saute soudainement, attrape l'argent sur la table et s'enfuit. Rudo se lance immédiatement à sa poursuite, le poursuivant dans la ruelle où il a disparu. Le chat est trop rapide. Rudo sait qu'il ne l'attrapera pas les mains vides. Pour égaliser les chances, il attrape un bâton à proximité, l'utilisant pour piéger le félin. Mais dans sa précipitation, il ne remarque pas que le bâton a un propriétaire et il est furieux. Il accuse Rudo de lui avoir volé. Mais Rudo est complètement confus. Il ne se souvient pas d'avoir pris quoi que ce soit. L'homme pointe le bâton dans la main de Rudo, disant que c'est de cela qu'il parle. Mais Rudo est perplexe qu'un objet aussi ordinaire et inutile qu'un bâton puisse avoir autant d'importance pour quelqu'un. Le gars
arrache le bâton des mains de Rudo et lui dit que ce n'est pas un objet stupide. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre sans conséquences graves. Il active ensuite l'instrument vital et dit qu'il va donner une leçon de respect à Rudo en frappant le bâton sur le sol devant lui. Il avertit Rudo qu'être un donateur talentueux ne signifie pas que tu peux prendre ce que tu veux. Rudo demande comment l'homme sait qui il est. Il se présente comme Zanka, l'un des nettoyeurs, et explique qu'Injin l'a déjà informé sur Rudo et a demandé à Zanka de lui apprendre à utiliser ses gants. Injin a clairement de grandes attentes pour Rudo, mais il est encore loin d'atteindre son plein potentiel, surtout s'il doit encore apprendre quelque chose d'aussi simple que de ne pas prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Rudo tente d'expliquer qu'il ne volait pas le bâton. Il voulait seulement l'utiliser pour attraper le chat qui avait pris son argent. Cependant, Zanka refuse d'écouter ses justifications. Il s'en prend à Rudo, disant que s'il pense qu'il est acceptable de prendre les affaires des autres, il doit avoir eu un père horrible. Mais quand Zanka insulte Recto, il va trop loin et les yeux de Rudo s'embrasent de fureur. À ce moment-là, Rudo se souvient d'une leçon que Recto lui a apprise, que la colère ne fait qu'alimenter le conflit et que les gens écoutent rarement quand les émotions sont à vif. Parfois, prendre du recul et voir les choses du point de vue de l'autre personne peut mener à une résolution plus calme. Avec cela à l'esprit, Rudo choisit d'appliquer cette sagesse maintenant. Il essaie de voir la situation du point de vue de Zanka. Zanka est furieux parce qu'il croit que Rudo a tenté de voler son bâton précieux, et Rudo comprend ce sentiment. Il serait tout aussi contrarié si quelqu'un essayait de prendre ses gants. Avec cela à l'esprit, il présente à Zanka des excuses sincères. Les excuses fonctionnent étonnamment bien. Zanka éteint son arme et dit à Rudo qu'il est prêt à passer à autre chose. Il s'excuse même de l'avoir menacé plus tôt, admettant que même s'il était contrarié en tant que mentor de Rudo, il aurait dû garder son calme. Rudo est choqué de voir à quelle vitesse les choses se sont calmées après ses excuses. Sans la colère, Zanka semble être une personne complètement différente. Zanka tend la main pour aider Rudo à se relever et demande quel est son instrument vital. Rudo admet qu'il est presque certain que ce sont ses gants, mais il n'a pas encore compris comment les activer consciemment. Alors que Zanka commence à expliquer comment fonctionnent les instruments vitaux, Rudo écoute à peine, trop distrait par l'air beaucoup plus amical de Zanka quand il sourit. Il se demande si c'est de cela que parlait Recto quand il a dit « Il aura l'air mieux avec un sourire sur ton visage » et il veut essayer lui-même. Il s'entraîne depuis un moment, donc il devrait être capable de sourire correctement maintenant. Mais quand Rudo essaie de sourire, c'est encore pire qu'avant. Zanka le regarde, perplexe. Quelle que soit l'expression que Rudo fait, ce n'est rien qui ressemble à un sourire. Agacé, il suppose que Rudo se moque de lui, malgré ses propres efforts pour être amical. Rudo insiste sur le fait qu'il essaie vraiment de sourire, mais avec son visage tordu comme ça, il est presque impossible de le prendre au sérieux. En plus de cela, Zanko n'aime vraiment pas l'attitude de Rudo concernant le travail des nettoyeurs parce qu'ils sont là tous les jours à risquer leur vie pour sauver les autres. Mais Rudo fait probablement cela pour une raison stupide. Rudo se souvient des derniers mots de Recto, l'exhortant à changer le monde, et cela l'exaspère que Zeno se moque de son objectif alors qu'il le pense vraiment. Zanka admet qu'il a essayé de donner une chance équitable à Rudo, mais il ne peut tout simplement pas s'entendre avec lui, alors il a fini de faire semblant d'être gentil. Rudo en a assez de se retenir, alors il ramasse un morceau de ferraille et déclare qu'il va passer Zanka à tabac. Zanka est stupéfait de voir Rudo se battre avec autre chose que ses gants et comprend enfin ce qu'Angin voulait dire en qualifiant Rudo d'inhabituel. Pourtant, même s'il trouve cela impressionnant, il pense que le talent brut comme celui de Rudo ne vaut rien sans les compétences appropriées pour le soutenir. À ce moment-là, Rudo remarque que Zanka n'a plus son bâton. Lorsqu'il lève les yeux, il le voit voler droit sur lui. Il l'esquive juste à temps, mais Zanka réduit rapidement la distance et commence à le submerger avec une pression incessante. Rudo finit par repérer une occasion de riposter, mais sa contre-attaque ne laisse qu'une petite coupure sur la joue de Zanka. Zanka jette Rudo au sol, le raillant comme un donneur sans valeur. Mais ensuite, il sent quelque chose sur sa joue et à sa grande surprise, après l'avoir reniflé, il réalise que c'est du caca. En regardant Rudo, il remarque que l'arme que Rudo a saisie plus tôt était une ventouse et une avec beaucoup de caca. Rudo est complètement ignorant de la raison pour laquelle Zanka est si paniqué, mais il n'est pas prêt à reculer. Alors même que Zanka supplie désespérément pour une pause, Rudo continue de le poursuivre, convaincu que cette étrange ventouse doit être une sorte d'arme
arme mortelle, Rudo saute en l'air avec fierté et abat la ventouse sur Zanka, répandant des excréments sur ses vêtements. Quelque temps plus tard, Engin arrive pour voir comment va Rudo, seulement pour le trouver à côté de Zanka, complètement couvert de saleté. En chemin, après que Rudo ait tout expliqué, Engin éclate de rire incontrôlable. Il n'aurait jamais imaginé que la première rencontre entre Rudo et Zanka impliquerait que Rudo lui lance des excréments. Zanka est essentiellement la définition d'un enfant riche gâté, donc être frappé par des excréments était une humiliation totale. Rudo n'avait aucune idée qu'il lançait des excréments tout le temps, alors maintenant il se sent embarrassé. Il trouve cela dégoûtant même selon ses propres critères. Pourtant, Injin voit toute la situation comme une bonne occasion pour eux de mieux se connaître. Il rassure Rudo en disant que Zanka est le donneur le plus talentueux quand il s'agit de manipuler des instruments vitaux, donc il sera un excellent professeur. Zanka se sent flatté qu'Injin le tienne en si haute estime. Alors qu'il savoure les éloges, Rudo aperçoit une paire de bottes à l'arrière de la voiture. Injin dit simplement que c'est juste Ryo. Injin ne savait pas qu'elle était là, alors elle explique qu'elle voulait juste voir le nouveau par elle-même. Rudo se sent un peu anxieux car il a à peine parlé aux filles auparavant, mais ensuite, Ryo commence à jouer avec ses cheveux en disant qu'elle aime la couleur. Pendant ce temps, Injin mentionne en passant qu'ils sont en route vers le siège du nettoyeur. Rudo et les autres donneurs arrivent enfin au siège des nettoyeurs. Il descend de la voiture et ne peut s'empêcher de fixer le bâtiment massif devant lui. Ils entrent dans le bâtiment et Injin appelle Rudo pour le présenter à Semiu, la réceptionniste. Il lui demande généralement de jeter un œil à toute personne qui rejoint les nettoyeurs. Injin est sur le point de dire à Rudo quelle est la capacité de Semiu, mais elle choisit de la démontrer en poignardant 2 mouches en plein vol avec juste une fourchette. Elle dit à Rudo que c'est un plaisir de le rencontrer. Injin lui a déjà beaucoup parlé de lui, y compris comment il est arrivé ici et d'où il vient. Mais même avec cela, elle veut toujours examiner son potentiel. Injin dit à Rudo que les lunettes cool que Semiu porte sont en fait son instrument vital. Elles améliorent sa vision cinétique, lui permettant de voir de quoi quelqu'un est vraiment fait lorsqu'elle se concentre suffisamment. Rudo est surpris d'apprendre que les instruments vitaux peuvent être utilisés de cette manière. Puis, alors que les yeux et les lunettes de Semiu s'illuminent, elle regarde profondément Rudo et c'est là qu'elle voit quelque chose de vraiment choquant. Semiu donne à Injin une analyse détaillée. Elle a vu que Rudo est déjà assez athlétique, donc il n'aura pas besoin de suivre ce type d'entraînement. En plus de cela, il est clair qu'il a une bonne relation avec son instrument vital. Cependant, son utilisation est encore assez instable. Rudo devra s'entraîner régulièrement pour pouvoir utiliser son pouvoir à la demande. Enfin, elle mentionne qu'il a une crotte sur le cou. Injin éclate de rire dès qu'il entend ça. C'est ce qu'il mérite pour avoir joué dans toute cette crotte. Cela étant réglé, il remercie Semiu pour son aide et dit qu'il va emmener Rudo rencontrer le patron. Avant de partir, Injin jette un coup d'œil à Semiu, conscient qu'elle cache autre chose. Alors qu'il se dirige vers la salle de réunion, Injin explique qu'il y a environ une centaine de nettoyeurs au total, y compris des combattants, des sentinelles et des soutiens. Leur travail nécessite des déplacements constants. Il est donc rare qu'ils soient tous au siège en même temps. Injin suggère à Rudo de prendre le temps de rencontrer ses collègues nettoyeurs. Il pense que cela ne devrait pas être trop difficile, surtout qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Mais lorsqu'il ouvre la salle à manger, il est surpris de la trouver remplie de nettoyeurs à l'air robuste, bien plus qu'il ne l'avait prévu. Alors il referme discrètement la porte et dit qu'il le présentera plus tard. Peu après, ils arrivent devant la salle du patron. Rudo est sur le point d'ouvrir la porte et de demander au patron comment retourner à Sphere, mais Injin l'arrête avant qu'il n'en ait l'occasion. Il explique à Rudo que dans ce monde, l'information est une marchandise très précieuse, donc elle n'est pas gratuite. Injin suggère à Rudo de dire au patron qu'il va travailler comme nettoyeur en échange de l'information. Quand Injin a rencontré Rudo pour la première fois, il a partagé des informations sur son propre instrument vital parce qu'il pensait que c'était nécessaire. Pour cette raison, il ne recommande pas de demander à propos de l'instrument vital du patron. Personne au siège ne sait ce que c'est ni à quel point il pourrait être puissant, mais malgré cela, tous les nettoyeurs suivent les ordres du patron. Cette loyauté vient non seulement de la compétence du patron, mais aussi de sa capacité à inspirer confiance. Avec tout cela dit, Rudo pose sa main sur la poignée de la porte et l'ouvre anxieusement, mais il est surpris de voir que le bureau est vide. Injin est également choqué de voir cela.
C'est alors que Semiu arrive par derrière et leur dit qu'elle a oublié de mentionner que le patron est parti en voyage d'affaires et ne reviendra pas avant un moment. Injin est assez déçu d'apprendre que le patron les a quittés sans leur donner de préavis ni d'avertissement à l'avance. On dirait que Rudo va devoir attendre un moment ici que le patron revienne. En attendant, Ryo demande à Rudo s'il veut venir la regarder travailler. Il ne peut pas officiellement rejoindre les nettoyeurs tant que le patron n'est pas de retour. Alors elle se dit qu'il pourrait aussi bien passer le temps. Ryo lui demande de l'accompagner principalement parce qu'elle veut en savoir plus sur lui et sur ce dont il est capable. Ensuite, Semiu explique la demande du client. Une ville près de la zone polluée signale que de petites bêtes de déchets s'approchent de leur barricade. Ils veulent qu'un nettoyage soit effectué par précaution. Après avoir entendu cela, Rudo est confus par ce qu'elle entend par zone polluée. C'était quelque chose qu'Injin était censé expliquer à Rudo au départ, mais il l'a simplement appelé la zone de décharge pour simplifier. Semiu soupire et dit qu'elle va lui expliquer. Il s'avère que le sol est divisé en zones sûres qui soutiennent la vie humaine et en zones polluées remplies de déchets où vivent les bêtes de déchets. L'endroit où Rudo est descendu était une zone polluée très dangereuse connue sous le nom de No Man's Land. Il y a 6 No Man's Land confirmées au total à la surface. Ces zones sont si dangereuses que la plupart des gens mourraient presque immédiatement après y avoir atterri car elles sont infestées de bêtes de déchets avec lesquelles même certains donneurs ont du mal. En d'autres termes, Rudo a eu beaucoup de chance qu'Injin le croise quand il l'a fait. Elle est même curieuse de savoir ce qu'Injin faisait tout seul dans No Man's Land, mais Injin dit simplement qu'il s'ennuyait et voulait se dégourdir un peu les jambes. Cela mis à part, Semiu remet un masque à gaz à Rudo et lui dit de s'assurer de le porter autant que possible dans les zones polluées, car respirer cet air toxique pourrait le rendre vraiment malade. Dans No Man's Land, il pourrait mourir sans masque en environ 15 minutes selon la concentration de l'air. Environ 10 minutes plus tard, ils s'équipent tous et sont prêts à commencer leur mission. Ryo dit à Rudo que cela va être un travail vraiment facile, donc il devrait regarder de très près. Alors qu'ils partent en mission, Rudo commence à se remémorer et réalise que c'est en fait ainsi qu'il imaginait la fosse quand il était encore dans la sphère. Le truc, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des gens vivant à l'intérieur si librement. Avec ses pensées en tête, Rudo se demande si les gens là-haut connaissent ce monde souterrain ou non. Pourtant, quand il s'arrête pour regarder autour de lui, la zone polluée ressemble beaucoup à un immense trésor. Il veut vraiment tout ramener pour le réparer. Rudo réalise qu'il y a toute une moitié de l'équipe qu'il n'a pas encore rencontrée. Alors il demande à Ryo qui ils sont. Elle explique qu'ils sont aussi des nettoyeurs, mais qu'ils sont connus comme des supporters. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux, mais ils jouent tout de même un rôle très important dans l'équipe et les aident dans ce qu'ils font. L'un d'eux s'approche de Rudo et lui propose de lui serrer la main. Mais au moment où leurs mains se rejoignent, le gars serre la main de Rudo très fort, le faisant grimacer de douleur. Il s'avère que le gars qu'il vient de saluer a une force de poigne divine. Il peut utiliser ses mains nues pour briser les carapaces extérieures des bêtes de déchets. En voyant tout cela, Rudo n'est pas sûr de pouvoir suivre toute cette énergie. Il se dit que même si c'est un travail facile, il devra s'assurer de regarder et d'apprendre. Juste à ce moment-là, ils sont alertés de l'arrivée de bêtes de déchets. Rudo pensait qu'il n'y en aurait qu'une, mais il est choqué lorsqu'il voit tout un troupeau émerger de l'ombre. Ryo lui demande de se calmer. Ces types de monstres de déchets sont lents et faibles. Cela est démontré lorsque les bêtes de déchets ont du mal à causer des dégâts à la barricade. Rudo observe et convient que ces bêtes semblent beaucoup plus douces que celles qu'il a affrontées à son arrivée. Juste à ce moment-là, une deuxième vague de plus grosses bêtes de déchets se précipite vers la barricade et la frappe avec beaucoup plus de force que la première. Rudo commence immédiatement à paniquer car cette nouvelle vague de monstres n'est pas aussi faible que les précédentes. Rudo suggère qu'ils appellent des renforts, mais Ryo lui dit de se calmer parce qu'ils ne sont qu'une version légèrement plus coriace de ces petits. Ils sont un peu plus forts, donc elle pense qu'ils seraient l'entraînement parfait pour un débutant comme Rudo. Elle ajoute que plus vite ils rassembleront ces monstres, plus vite ils pourront rentrer chez eux pour organiser une fête de bienvenue pour Rudo. Rudo ne peut rien faire d'autre que de regarder Ryo. Comment peut-elle être si détendue dans une situation aussi dangereuse? Ryo lui dit que s'il veut survivre dans ce monde, il devra apprendre à garder son calme. Juste à ce moment-là, une des bêtes de pacotille révèle sa véritable puissance en brisant la clôture, et même Ryo est choquée. Elle réalise que ce monstre est beaucoup plus fort qu'elle ne le pensait, donc il ne sera pas vraiment le meilleur matériel d'apprentissage pour Rudo. Elle avance et prévoit de le vaincre toute seule. Ryo aime un peu cette sensation, car un adversaire coriace comme celui-ci fait vraiment monter son adrénaline. Son instrument vital est une paire de ciseaux.
D'abord, les ciseaux brillent d'un vert éclatant avant que Ryo ne les lance en l'air et les transforme en quelque chose de plus grand. Elle les fait ensuite tournoyer et élimine la première vague de monstres poubelles d'un seul coup. La mâchoire de Rudo tombe en voyant son style de combat. Il remarque qu'elle manie son arme avec ses pieds au lieu de ses mains. Gris explique que son instrument vital s'appelle le Ripper et c'est ce qui rend Ryo spéciale et la distingue des autres. Cela dit, Gris rappelle à Rudo de ne pas baisser sa garde, même s'il ne fait qu'observer. Mais c'est à ce moment-là qu'une des bêtes de déchets s'approche par derrière et est sur le point de foncer sur Rudo. Au dernier moment, Gris intervient, utilise sa force surhumaine pour arrêter la bête et la lance ensuite à Ryo afin qu'elle puisse l'achever. En regardant cela, Rudo commence à comprendre comment les nettoyeurs opèrent. Les supporters n'ont pas de pouvoir, donc ils ne peuvent pas vaincre les monstres poubelles par eux-mêmes, mais ils peuvent toujours les neutraliser et préparer le terrain pour que le donneur porte le coup final. Il ne leur faut pas longtemps pour vaincre tous les monstres poubelles de niveau 1. Maintenant, Ryo se concentre sur le boss final. Les supporters sont en route pour apporter de l'aide à Ryo sur les lignes de front, mais c'est à ce moment-là qu'une des bêtes de niveau 1 s'approche furtivement et fait trébucher l'un des supporters, le faisant tomber au sol. Il est sur le point d'être dévoré par la bête, mais Rudo intervient et bloque à la dernière seconde. Il ne veut pas être un fardeau pour eux, il fait tout ce qu'il peut pour être utile. Ce moment lui donne une montée d'adrénaline, alors il transforme le bâton qu'il utilise en un instrument vital. La forme du bâton se change en une barrière à pointe, mais malheureusement, Rudo ne sait toujours pas comment contrôler son pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenir son arme et fixer la bête. Il ne faut pas longtemps avant que la bête de déchet ne perce, mais Ryo intervient au dernier moment pour le sauver. Ryo est impressionné de voir que Rudo s'est instinctivement précipité pour sauver l'un des supporters. C'est une qualité d'un bon nettoyeur. Après cela, le supporter admet qu'il a été négligent et remercie à la fois Rudo et Ryo de l'avoir sauvé. Gris demande ensuite à Ryo si elle a pu vaincre le boss final. Ryo explique qu'elle a essayé de le couper en deux, mais cela n'a pas fonctionné. Elle l'a même frappé plusieurs fois avec son instrument vital, mais il ne tombait toujours pas. C'est un peu étrange de voir un monstre de déchets immunisé contre les attaques d'un instrument vital, mais Ryo n'est pas vraiment préoccupée par cela. C'est toujours une bête de déchets après tout, alors elle prévoit simplement de la découper jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. En entendant cela, les supporters souhaitent bonne chance à Ryo et disent qu'ils retournent au quartier général pour rapporter ce qui s'est passé. Sans perdre de temps, Ryo saute dans les airs et commence à taillader la bête de déchets sur tout son corps. Le monstre hurle de douleur et essaie de la secouer, mais elle parvient à tenir bon. Elle coupe tous les tentacules sur sa tête et repère un point faible, une petite zone qui brille en orange. Mais, avant qu'elle puisse l'attaquer, le monstre fait repousser ses tentacules et devient fou, lançant une attaque qui fait s'effondrer le sol sous Rudo. Alors que Rudo tombe au sol, il pense à comment il a toujours dit qu'il vengerait la mort d'Enrecto et se vengerait de tous les idiots de Sphère. Mais maintenant, il ne peut même pas contrôler son pouvoir et finit par être un fardeau. Juste au moment où il est sur le point de tomber dans le gouffre, Gris le rattrape à temps et le tire, jetant Rudo sur son épaule. Gris court aussi vite qu'il peut vers la base. Il ne sait pas pourquoi Rudo s'est figé à la dernière minute, mais il lui donne un conseil. Si tu as un objectif, cours vers lui de toutes tes forces et atteins-le tant que tu le peux encore. Pendant ce temps, Ryo a réussi à attraper les déchets. Bête pendant qu'elle était distraite, alors elle utilise ses ciseaux pour frapper son cœur. Elle s'effondre ensuite au sol, signifiant qu'elle a été vaincue. Rudo et Gris se précipitent pour voir si le monstre a vraiment été vaincu, mais quand ils arrivent, ils sont choqués de voir Ryo tenant un coupe-papier. Ils apprennent que ce coupe-papier était un instrument vital qui alimentait la bête de déchets tout le temps. Gris remarque qu'il n'est même pas possible pour une bête de déchets d'en posséder un. Ailleurs, l'un des hommes qui a essayé de vendre les parties du corps de Rudo se réveille d'une transe, confus quant à l'endroit où il se trouve. Devant lui se tient un homme étrange avec une capuche qui lui demande où est l'enfant sphéroïde. Au milieu de la nuit, Zanka se réveille pour une pause rapide aux toilettes. En chemin, il entend des bruits forts venant de la cafétéria et décide d'aller voir. À l'intérieur, il est surpris de voir que les nettoyeurs ont organisé une fête. Il aperçoit Ryo, se dirige vers elle et demande ce qui se passe. Ryo dit que c'est juste une petite fête de bienvenue pour Rudo. Zanka doute que tout le monde soit venu pour Rudo et pense qu'ils sont vraiment là pour les boissons gratuites. Mais Ryo dit que c'est bien. C'est une bonne occasion de se détendre maintenant que le patron est absent. Zanka regarde autour de lui et remarque Rudo, mais il ne profite clairement pas de sa propre fête. Ryo explique qu'il est contrarié parce que son instrument vital a échoué lors du travail d'hier. Il est de mauvaise humeur depuis.
En parlant d'hier, Zanka a entendu dire qu'ils ont combattu une étrange bête de déchets et demande des détails. Ryo dit que ce n'était pas comme ce qu'ils avaient vu auparavant. Son noyau n'était pas de l'anima. C'était un objet qu'elle pense être un instrument vital. L'idée qu'une bête de déchets soit créée et alimentée par un instrument vital l'inquiète vraiment. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de comment gérer ça, et son humeur devient triste. Zanka commence à se sentir mal pour elle, jusqu'à ce que son expression change et qu'elle dise qu'elle a juste laissé ce travail aux membres de rang supérieur et est revenue ici pour manger et se détendre. Zanka lève les yeux au ciel, réalisant qu'elle n'a pas changé d'un iota. Pendant ce temps, Rudo boude encore à cause de sa mauvaise performance au combat. C'est alors que quelqu'un s'approche de lui. Il se présente comme Gris Rubian, l'un des supporters du combat d'hier. Gris dit à Rudo qu'il a en fait très bien fait. Il a même protégé Follow d'être mangé par une bête poubelle. Rudo n'est pas sûr de qui est Follow, alors Gris explique que c'est le jeune supporter avec des lunettes. Même ainsi, Rudo n'est toujours pas satisfait. À l'époque, il ne pouvait pas contrôler son pouvoir quand c'était nécessaire, donc Gris et Ryo ont dû intervenir. C'est comme ça qu'il était toujours à se faire, perdant toujours son sang-froid et faisant des erreurs, avec Recto qui nettoyait derrière lui. Il veut retourner rapidement à se faire, mais il a l'impression de ne pas s'être amélioré du tout. Il continue de se traiter de déchets sans valeur. Après avoir entendu tout cela, Gris dit simplement « Merci ». Rudo lève la tête, confus. Gris explique que la plupart des gens, quand ils voient des supporters comme eux, les traitent simplement de faibles sans pouvoir. Même certains nettoyeurs pensaient cela d'eux. Mais Rudo ne l'a jamais traité de cette façon. Gris désigne alors Follow et dit qu'il a rejoint les nettoyeurs pour aider à éliminer les bêtes de déchets, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas tuer une bête de déchets sans pouvoir. C'est pourquoi Follow construit son propre instrument vital, espérant devenir un donneur un jour. Follow a juré de rester un supporter même s'il devient un donneur, juste pour prouver que ses détracteurs ont tort. Il travaille dur pour y parvenir. Gris dit à Rudo d'oublier de courir après la force, juste pour être ce que les autres attendent. Au lieu de cela, il demande ce que Rudo a toujours voulu faire. Avant de venir à la surface, avant que toutes les mauvaises choses n'arrivent, y avait-il quelque chose dont il a toujours rêvé? Rudo y réfléchit, mais ne peut pas donner de réponse claire. Gris lui dit de se souvenir de son objectif initial et de revenir à ses premiers principes. S'il peut faire cela, son véritable chemin devrait apparaître. Alors que Gris lui tapote la tête, Rudo commence à s'émouvoir, presque à pleurer, quand Njin atterrit soudainement sur son épaule. Njin remarque que Rudo a été silencieux toute la nuit et lui demande s'il a mangé. Ryo intervient, avertissant que s'il ne mange pas bientôt, les autres prendront sa nourriture, même si c'est sa fête. Zanka dit à Ryo qu'elle n'est pas la mieux placée pour parler, car elle a mangé plus que quiconque ici. Gris et les autres invitent Rudo à essayer la nourriture avant qu'elle ne disparaisse. Lentement, Rudo se lève et les suit. Une minute plus tard, il est en train de se goinfrer de pizza quand un nettoyeur fait exploser de la musique forte, prend une bombe de spray. La bombe et commence à peindre le mur. Injin dit à Rudo que ce type s'appelle Gob. Il ne laisse jamais personne lui dire ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Alors qu'il pulvérise, d'autres nettoyeurs se plaignent de l'odeur horrible, mais Gob les ignore. Pendant ce temps, dans le repère souterrain, l'homme qui a essayé d'enlever Rudo est torturé par une figure inconnue. L'homme supplie pour sa vie, disant qu'il a tout dit. La figure réalise qu'il n'est plus utile et le tue instantanément. Son prochain objectif, retrouver Rudo, le donneur de sphérite dont il a entendu parler. Ailleurs, Semiu reçoit un appel de travail important. Quelques minutes plus tard, elle rassemble les nettoyeurs et annonce qu'ils viennent de recevoir une nouvelle demande. Avant que Semiu puisse donner les détails de la mission, Xanka interrompt et demande pourquoi Rudo est ici. Il sait qu'il est censé être l'entraîneur de Rudo, mais pensait que cela se ferait après que Rudo ait officiellement rejoint l'équipe. Rudo n'est pas encore un vrai nettoyeur. Semiu explique qu'elle l'a appelé parce que la mission est liée à lui. Elle explique qu'un marchand a été attaqué par une bête de déchets en traversant une zone polluée. La créature a volé la cargaison précieuse du marchand. Leur demande est simple. Tuer la bête et récupérer la cargaison qui est une personne vivante descendue de la sphère. Rudo halète de choc. Semiu ajoute que trouver deux sphérites vivants si proches dans le temps est rare, alors elle a pensé qu'il voudrait savoir. Cela pourrait même donner à Rudo un indice sur comment retourner à la sphère. Gris suppose que Rudo doit avoir des sentiments mitigés, alors il dit que c'est entièrement à lui de décider s'il vient ou non. Rudo sait qu'il ne peut toujours pas utiliser son pouvoir correctement, ce qui signifie qu'il pourrait être un fardeau nécessitant une protection. Mais la chance d'obtenir un indice pour rentrer chez lui est plus importante, alors il décide d'y aller. Semiu dit qu'elle avait initialement prévu d'envoyer Injin avec eux, mais il avait un autre travail, alors il a confié la mission à Xanka. Elle pense qu'ils iront bien tant que Xanka y va aussi. Avec tout expliqué, Xanka prend la tête alors qu'ils se mettent en route. Rudo marche à côté de Gris et remarque qu'il ne porte pas d'arme. Gris dit qu'il a un couteau pour se défendre,
défendre, mais qu'il se bat généralement à main nue parce que c'est ce à quoi il est habitué. Follow se joint à la conversation, disant à Rudo que Grace porte un talisman spécial auquel il prie à chaque fois, demandant que tout le monde rentre sain et sauf. Embarrassé, Grace dit à Follow de se taire. Il montre le talisman à Rudo, disant que c'est juste une babiole bon marché qu'il a achetée dans un magasin. Il pense que c'est bien. Prier n'a jamais fait de mal à personne. C'est alors qu'une femme à l'apparence étrange s'approche par derrière. Elle dit qu'elle est la marchande qui les a engagés et qu'elle les guidera jusqu'à la tanière de la bête des ordures. En entendant qu'elle est la cliente, Rudo la bombarde rapidement de questions sur les sphérites qu'elle a trouvées. Elle explique qu'elle transportait sa cargaison quand elle est tombée dessus et les a prises. Malheureusement, ils étaient inconscients, donc elle n'a jamais pu leur poser de questions. La femme dit qu'elle s'inquiète pour le Sphérit. C'est pourquoi elle est si impatiente de les récupérer de la bête des ordures. Rudo commence à soupçonner qu'elle avait prévu de vendre le Sphérit, mais elle le nie, insistant sur le fait qu'elle était vraiment inquiète. Avec cela, ils poursuivent leur voyage. Xanka doute que le Sphérit soit encore en vie. Les bêtes de déchets attaquent les humains à vue. Pourtant, il trouve étrange qu'une bête de déchets kidnappe quelqu'un au lieu de le tuer. Les choses ont changé récemment, et cela ne lui plaît pas. La femme pointe un bâtiment à proximité, disant que la bête de déchets est entrée avec le Sphérite. Quelques instants plus tard, les nettoyeurs entrent prudemment, restant sur leur garde. Bientôt, ils aperçoivent quelqu'un attaché devant et supposent que c'est le Sphérite. Mais ensuite, la femme commence à agir étrangement, les poussant vers le centre de la pièce. Une fois que tout le monde est là, ils réalisent que l'otage n'est qu'une poupée. La femme fait signe à quelqu'un de se dépêcher et de capturer l'enfant Sphérite, puis recule. À ce moment-là, le sol s'effondre et les nettoyeurs tombent 2 niveaux sous terre. La femme pointe Rudo, déclarant qu'elle a piégé le donneur de Sphérite. Xanka réalise instantanément qu'ils ont été piégés. 2 silhouettes portant des lanternes violettes lumineuses émergent de l'obscurité, annonçant qu'elles sont là pour Rudo. Grace sait que Rudo n'a aucune idée de qui ils sont, alors il explique rapidement qu'ils sont des pillards. Ils ont commencé comme des voleurs ordinaires, mais ces dernières années, leurs méthodes sont devenues plus brutales. Il y a même des rumeurs selon lesquelles ils auraient été impliqués dans des expériences douteuses. Grace avertit qu'ils doivent être prudents. Chaque raider est un donneur. Il ordonne à l'équipe de soutien de sécuriser une voie d'évasion pendant que lui et Follow protègent Rudo. Avant de partir, Grace demande à Xanka s'il peut gérer le combat. Xanka dit oui et dit à Grace et aux autres d'évacuer rapidement. Alors qu'ils courent vers la sortie, Rudo demande pourquoi ils battent en retraite. Il pense qu'il pourrait même affronter ces raiders, mais Grace lui dit que ceux-ci ne sont pas comme les ravisseurs qu'il a rencontrés ici pour la première fois. En ce moment, leur priorité absolue est de sortir en sécurité puisqu'ils ne connaissent pas les pouvoirs des raiders. En entendant cela, Rudo ne peut s'empêcher de se sentir comme un fardeau inutile qui ne peut pas se protéger. Pendant ce temps, Xanka parle avec les Raiders, disant qu'il n'est pas surpris par l'embuscade. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne retrouvent Rudo. Il suppose qu'ils veulent juste vendre Rudo à un prix élevé, mais les Raiders disent qu'ils ne prévoient pas de le vendre. Au lieu de cela, ils veulent en savoir plus sur la sphère, et ils pensent que demander à un Sphérite vivant est le moyen le plus rapide. Ils sont particulièrement curieux de savoir comment il a traversé la frontière sans mourir. Xanka se moque de la sphère, donc si tout cela était un piège pour Rudo, il pense que cela signifie qu'il n'y a pas de bêtes de déchets à combattre. Les Raiders admettent qu'il n'y a peut-être pas de bêtes de déchets, mais il y a plusieurs marionnettes debout. De la vieille femme étrange au sol qui s'effondre, Xanka commence à assembler les pièces, soupçonnant que c'est l'un des pouvoirs des Raiders. Xanka active son bâton et abat facilement les mannequins debout au début, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'il le pensait. L'un des pillards se cache parmi eux déguisé en mannequin et lui assène une attaque surprise par derrière. La tactique fonctionne. Xanka reçoit plusieurs coups consécutifs. Les Raiders pensent qu'il n'est pas à la hauteur pour eux puisque les nettoyeurs sont habitués à combattre des monstres de déchets, pas des humanoïdes. En plus de cela, elle utilise son pouvoir pour transformer des parties du sol en boue, piégeant Xanka sans qu'il s'en rende compte. Elle l'avertit de ne pas trop bouger. Plus il bouge, plus il s'enfoncera. Elle lui dit qu'il est le seul qui peut tenir, et est contre elle. Et une fois qu'il est mort, c'est fini. Elle continue de parler jusqu'à ce que Xanka s'énerve et lui dise de se taire. Ces tactiques sournoises commencent vraiment à l'énerver. Au début, il pensait que la femme utilisait sa pelle pour contrôler la boue pendant que son partenaire attaquait, mais il se rend compte qu'il avait tort. Il remarque aussi qu'elle porte quelque chose comme des raquettes. Il a entendu dire qu'elle facilite la marche sur un sol instable. Il pense qu'elle est la partenaire parce qu'elle peut se déplacer librement sur la boue. Xanka se moque d'eux, disant qu'il n'a jamais vu un couple aussi parfait. Les 2 pillards se mettent en colère, mais cela n'a pas d'importance. Ils ont peut-être plus d'expérience en combat, mais Xanka connaît son instrument vital sur le bout des doigts et pense que cela le rend supérieur. Confiant, il frappe son instrument vital dans le sol, envoyant une large onde de choc qui lui permet de distinguer le véritable ennemi des leurs.
Ils foncent en avant et vainquent les deux pillards d'un seul mouvement fluide. Les mannequins debout s'effondrent et Zanka pense que c'est fini jusqu'à ce qu'un adversaire beaucoup plus fort surgisse soudainement par derrière. Au même moment, Rudo et les autres continuent de fuir le danger. Alors que Rudo se retourne, il n'entend plus rien. Alors, il commence à se demander comment Zanka s'en sort. Juste à ce moment-là, les supporters s'arrêtent soudainement car ils ont enfin atteint la sortie en toute sécurité. Chris parvient à forcer la porte et quand il regarde à l'intérieur, il remarque qu'ils ne pourront pas utiliser leur collier là-bas. Alors, il dit aux autres de monter et d'appeler des renforts. En attendant, Grace dit qu'il va retourner vérifier Zanka. Mais avant de partir, il se fige en entendant des pas s'approcher. Grace suppose immédiatement que c'est Zanka qui revient du combat. Alors il l'appelle pour lui demander s'il est blessé. Au lieu de cela, un pillard avec des dreadlocks nommé Jabber sort de l'obscurité et leur lance un regard froid. Il examine le visage et le corps de Rudo pendant un moment, puis confirme qu'il est le donneur de Spherite. Juste après, Jabber saute sur le mur derrière eux et fracasse la sortie à main nue, bloquant ainsi la voie d'évasion. Alors que la poussière retombe, Grace réalise que c'est mauvais. Il y a bien plus de pillards qu'il ne l'avait prévu. Jabber admet qu'il a trop dormi et est arrivé en retard. Mais même alors, il ne pensait pas qu'ils iraient aussi loin. Grace exige de savoir où est Zanka, mais Jabber l'ignore et garde son attention sur Rudo. Il dit à Rudo de venir avec lui parce que quelqu'un de très important veut le rencontrer. Puis, il arrache le masque à gaz de Rudo, disant qu'il n'y a pas de bête de décharge ici, donc il n'en a pas besoin. Rudo demande avec colère ce qui est arrivé à Zanka. Jabber répond qu'il ne l'a pas tué, seulement mis à terre, car il préfère y aller doucement quand l'adversaire est fort. Cependant, il a injecté son venin à Zanka, donc maintenant Zanka est allongé là, paralysé. Après avoir dit cela, Jabber invoque son instrument vital et ordonne à Rudo de le suivre. C'est alors que les partisans lancent une attaque combinée, mais Jabber la contre facilement. Ensuite, Grace se place devant Rudo, déclarant hardiment qu'il fera tout ce qu'il faut pour protéger son équipe, même si cela lui coûte la vie. En entendant cela, Jabber réalise que Grace est l'un des supporters. Pour lui, les supporters ne sont rien de plus que des faibles prétendant être des héros. Jabber sort alors son instrument vital et se prépare à frapper. Rudo crie à Grace de s'écarter, insistant sur le fait qu'il peut gérer Jabber lui-même. Il continue de crier, mais Grace ne répond pas et refuse de bouger. L'instant d'après, Jabber déclare froidement que Grace est déjà mort car il vient de le poignarder à l'estomac avec ses greffes. Les yeux de Rudo s'écarquillent de peur en voyant le talisman ensanglanté de Grace voler dans les airs. Dans un flashback à l'époque où Rudo vivait encore à Sphère, Recto venait de rentrer chez lui après une longue journée de travail, seulement pour trouver Rudo en train de se frapper la tête contre le mur. Alarmé, Recto s'est précipité pour l'arrêter et en le faisant, il a remarqué le front de Rudo couvert de sang. Rudo s'effondra sur le sol, disant à Recto que puisqu'on lui avait dit de ne pas blesser les autres, il pensait qu'il valait mieux se blesser lui-même à la place. En entendant cela, Recto soupira et lui dit fermement que ce n'était pas acceptable. Il demanda à Rudo ce qui avait bien pu le pousser à faire une chose pareille, mais Rudo ne put lui donner de réponse. Tout ce qu'il pouvait décrire était un sentiment de colère qui montait en lui, et le plus étrange, c'est qu'il n'avait aucune raison claire d'être en colère. En écoutant attentivement, Recto réalisa que Rudo s'était convaincu qu'il ne valait rien depuis qu'il avait été abandonné bébé. Recto a compris que ce vide misérable avait dû lentement se transformer en colère avec le temps. Avec cela en tête, Recto s'est levé et a dit à Rudo qu'ils devraient sortir ensemble une fois que ses blessures seraient soignées. Recto expliqua que l'une des raisons pour lesquelles Rudo se sentait si vide était qu'il n'avait pas encore trouvé ce qu'il aimait. Ce jour-là, Recto voulait qu'ils sortent et découvrent de nouvelles choses ensemble, petit à petit, jusqu'à ce que Rudo puisse découvrir ce qui le rendait heureux. Au fil du temps, Recto a dit que la chambre vide de Rudo serait remplie de choses qu'il aimait, mais le jour où Rudo voudrait ramener une fille à la maison, Recto lui a demandé de prévenir d'abord. Comme prévu, ils ont passé l'après-midi à essayer différents sports et activités. À la fin de la journée, Recto a admis que bien que Rudo ait montré un certain intérêt, il n'avait toujours pas trouvé l'activité qui lui convenait vraiment. Cependant, Recto lui rappela que ce n'était que le premier jour et qu'il y en aurait beaucoup d'autres à explorer. Juste à ce moment-là, l'attention de Rudo se détourna lorsqu'il vit un homme jeter ses déchets de manière responsable. Rudo courut immédiatement, fouilla dans la benne et en sortit quelque chose. Tombant à genoux, il se mit à pleurer en tenant un masque légèrement abîmé qui avait été jeté, même s'il n'était pas cassé.
Recto a demandé ce qui n'allait pas, et Rudo a expliqué que bien que le masque soit un peu abîmé, il avait encore beaucoup de vie devant lui. En regardant cela, Recto a réalisé que c'était plus que l'imagination de Rudo. Il voyait vraiment de la valeur dans des choses que d'autres considéraient comme sans valeur. Revivre ce souvenir fondamental a maintenant éveillé le véritable pouvoir de Rudo. Onnant le talisman de Gris, une aura rouge s'enflamma autour de lui. Gris regarda avec stupéfaction, réalisant que c'était la véritable raison pour laquelle Rudo ne pouvait pas utiliser son instrument vital dans le passé. Il s'était trompé depuis le début. Le pouvoir de Rudo ne consistait pas à transformer des objets en instruments vitaux. C'était à révéler leur véritable et pleine valeur. Sous leurs yeux, le talisman de Gris se transforma en une créature magique géante avec un seul œil en son centre, entièrement sous le contrôle de Rudo. Jabber était tellement émerveillé par la scène qu'il commença à baver, incapable de contenir son excitation. Curieux, il demanda à Rudo si c'était son instrument vital et quel pouvoir il détenait. À ce moment-là, Rudo regarda Gris et réalisa que c'était Gris qui l'avait aidé à éveiller ce pouvoir en le guidant pour revivre ce souvenir central. Si Gris ne l'avait pas souligné, Rudo savait qu'il continuerait à réagir aveuglément. Mais les choses étaient différentes maintenant. Il jura de prouver que Jabber avait tort et de montrer que tout ce pourquoi il avait été moqué était sans importance. Cependant, Jabber trouvait la colère de Rudo fascinante. Pour lui, rien n'était plus divertissant que d'affronter un adversaire fort. Avec un sourire, Jabber sortit ses griffes et dit qu'il voulait s'amuser un peu avec Rudo avant de le ramener au quartier général. Pendant ce temps, Follow essayait d'arrêter le saignement de la blessure de Gris, mais il commença à paniquer quand cela ne s'arrêtait pas. Même ainsi, Gris le rassura de ne pas s'inquiéter et dit calmement qu'il irait bien. Plus important encore, Gris admit que la raison pour laquelle Rudo n'avait pas pu utiliser son instrument vital lors de leur dernière mission était qu'il avait été submergé par trop d'émotions à la fois, obscurcissant son véritable objectif. Maintenant que Rudo avait réalisé ce but, Gris était certain qu'il n'y avait plus rien à craindre. À ce moment-là, Jabber se jeta sur Rudo, mais Rudo esquiva l'attaque avec aisance. Les yeux de Jabber s'écarquillèrent de surprise. Il se plaignit que ce n'était pas amusant et lança immédiatement une furieuse rafale de coups, mais Rudo les esquiva tous. Stupéfait, Jabber réalisa qu'aucune de ses attaques n'atteignait sa cible. Rudo expliqua alors que Gris avait utilisé son talisman pour prier pour la sécurité de tous, et en retour, il avait l'intention d'honorer cette prière avec la défense la plus forte possible, en évitant chaque attaque. En entendant cela, Jabber supposa que la capacité de Rudo était une sorte de pouvoir qui lui permettait d'esquiver les attaques, mais Rudo le corrigea, disant qu'il n'avait pas bougé d'un pas. C'était en fait Jabber qui avait été forcé de s'écarter au tout dernier moment. Jabber n'y comprenait rien, alors il chargea à nouveau, déterminé à porter un coup final. Mais juste avant qu'il ne puisse frapper, le talisman détecta son mouvement hostile et le figea en plein vol, le laissant complètement exposé au poing de Rudo. Rudo lui asséna un coup de poing net au visage, et bien que Jabber glissa en arrière, il resta debout. Du sang coulait de son nez alors que son excitation grandissait. Il avait enfin compris le pouvoir de Rudo. La capacité de Rudo était d'invoquer cette créature magique et d'utiliser son œil pour contrôler le flux des mouvements. À partir de là, tout ce que Rudo avait à faire était de frapper directement. Rudo rappela à Jabber qu'il avait dit qu'il voulait jouer avant de le capturer, alors Rudo déclara qu'il continuerait à jouer jusqu'à ce que Jabber ne soit plus qu'un tas par terre. Jabber tenta une attaque sournoise ensuite, mais l'œil le détecta instantanément, permettant à Rudo de donner un autre coup de poing. Changeant de tactique, Jabber essaya de confondre l'œil du talisman en se déplaçant à grande vitesse. Il lança même de lourds blocs de ciment sur Rudo pour le distraire avant de tenter de frapper par derrière. Mais une fois de plus, l'œil le détecta et Rudo riposta avec un coup net. Même si la bataille tournait contre lui, Jabber refusait de reculer. Il chargeait à pleine vitesse, attaquant encore et encore, seulement pour être suivi par l'œil à chaque fois. Et chaque fois, les coups de poing de Rudo atteignaient leur cible. À un moment donné, Rudo a donné un coup de poing puissant qui a fait vaciller Jabber jusqu'à ce qu'il s'effondre contre un mur. Jabber rit doucement, admettant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris une telle raclée. Pourtant, il a souligné que pendant le combat, il avait remarqué quelque chose d'intéressant dans le style de combat de Rudo. Il a expliqué que l'instrument vital de Rudo ne réagissait qu'à une intention hostile directement dirigée contre lui. Comme preuve, il a mentionné comment, plus tôt dans le combat, il avait lancé un morceau de débris comme écran de fumée, et à ce moment-là, il a réalisé que l'instrument vital de Rudo ne réagissait pas du tout, car il n'était pas déclenché par des menaces dépourvues de volonté propre. Rudo ne comprenait pas pourquoi ce détail importait tant, mais Jabber a souri et a continué à expliquer. Il a révélé que sa griffe droite contenait une neurotoxine très puissante.
Sans hésitation, Jabber se poignarda soudainement avec et éclata de rire maniaque. Il continua de rire en narguant Rudo, disant que maintenant qu'il s'était injecté le neurotoxine, il perdrait bientôt le contrôle de son esprit et de son corps. Et quand cela arriverait, comment l'instrument vital de Rudo gérerait-il un adversaire qui attaquait sans aucune intention consciente? C'était l'épisode 6. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, consultez les autres animes sur la chaîne et on se voit dans le prochain.